de la Ferrière. Christophe Pain. Ouais, Laurence, je suis ravi de te recevoir à Marseille. Merci. Tu fais vraiment partie des gens qui sont pour moi des inspirants ou des inspirantes. Et te recevoir, c'est comme un cadeau de Noël en février, tu vois. On a ou de l'avance ou beaucoup d'avance pour avoir ce genre de cadeau. Alors comme c'est le Nouvel An chinois qui vient d'arriver, bah, ça sera mon cadeau de Nouvel An chinois. Et puis comme ça, les gens qui verront la vidéo auront un cadeau aussi. Bon, alors, je suis ravie d'être un cadeau. C'est vrai. Laurence, tu reviens en fait de l'Antarctique là. C'est une de tes premières interviews après cette expédition. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti là-bas et qu'est-ce qui a été important pour toi dans cette mission-là? Alors, la dernière expédition, c'était vraiment une expédition avec un objectif pédagogique qui s'adressait à des enfants entre 6 ans et 18 ans, donc c'est assez large. Et l'idée, c'est de leur donner des informations précises sur ce qu'est l'Antarctique aujourd'hui, de façon à ce qu'ils s'approprient ces informations pour après prendre le relais. Je considère, comme un certain nombre de personnes qui ont fait des expéditions et pas mal d'explorations dans leur vie, que j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses avec des projets très personnels et qu'aujourd'hui, pour moi, l'idée c'est de partager, de transmettre et de faire en sorte qu'on puisse prendre le relais avec, avec le plus de succès et d'intérêt possible. D'accord. Donc cet objet de transmission pour la jeune génération, on voit que l'Antarctique est en train d'évoluer. Qu'est-ce que tu as envie justement de transmettre comme information par rapport à ça? L'Antarctique est en train d'évoluer comme notre monde évolue. Oui, malheureusement, il n'y a pas de frontière qui protège une partie de la planète plus qu'une autre. Donc c'est clair que l'Antarctique est touchée par les phénomènes de pollution, les phénomènes de réchauffement, que ce soit atmosphérique ou au niveau de la mer en particulier. Et donc, c'est un environnement d'une beauté inimaginable, sans équivalent. Et c'est vrai qu'on a envie de dire, c'est le symbole de quelque chose de pur, de vierge, et on a envie de dire, mais faites attention, si on perd ce symbole, on va perdre presque une partie de notre humanité. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de partager, et en même temps, si j'ai le privilège de pouvoir y aller, c'est quand même la 4e fois que j'y vais, c'est pas pour dire aux autres, vous n'avez pas le droit. Donc c'est aussi pour dire, oui, il faut partager cet environnement dans le respect, dans la connaissance. Dans ce sens-là, la culture a un rôle à jouer extrêmement important et c'est la raison pour laquelle on a mis en place le programme pédagogique en partenariat avec le Futuroscope. Donc c'est cette idée, cette dualité entre le fait que c'est un monde qui est indispensable au niveau de la connaissance, aussi au niveau scientifique, puisqu'il y a des programmes scientifiques qui sont menés, qui sont de très grande importance, mais aussi sur le plan politique, géopolitique, donc, et puis touristique. Et c'est cette attention que j'ai envie de partager. Et je me dis que, enfin c'est pas que je me dis, les jeunes générations sont le futur. Et donc, moi j'ai le devoir de donner le plus d'informations, le plus exhaustif possible, le plus honnête possible. Et c'est pour ça qu'une expédition comme celle qu'on vient de faire, c'est avant tout un témoignage. On va livrer des images, on livre des témoignages des gens qui travaillent sur le terrain. Et on essaye avant tout, en tout cas moi personnellement, j'essaye avant tout de ne pas juger. Et je laisse à chacun la responsabilité de se construire une opinion en fonction d'informations qui va compléter d'autres informations. C'est juste une pierre à l'édifice de ce dont on doit apprendre. Ce que tu veux, c'est rester factuel, amener les faits aux individus qui vont pouvoir, eux, prendre une opinion et décider de ce qu'ils pensent de ce sujet ou pas. Complètement. Okay. Moi, j'ai envie de partager ce que je sais, en sachant que ce que je sais n'est rien par rapport à ce que l'on va savoir. Et donc, mais par contre, toutes les étapes sont importantes. De la même manière que si je suis parvenue à traverser un jour l'Antarctique en solitaire, c'est parce qu'il y a eu Scott, il y a eu Amundsen, il y a eu Nansen, il y a eu Shackleton, et que de ces personnes, je me suis inspirée. Et sans avoir eu envie de les répéter, de leur ressembler, j'ai eu envie de poursuivre un chemin en me servant de leur expérience comme base de réflexion. Très bien.
Je viens de lire dans le Nouvel Obs que on avait battu un record de chaleur en Antarctique il y a, je crois, avant-hier, et qu'on était passé à 18,7 degrés, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Bah, c'est la preuve que voilà, on est dans un système où le réchauffement est extrêmement présent. Oui. Donc, ce réchauffement est principalement lié à l'activité humaine sur la planète et en particulier à la pollution. Et c'est vrai que dans les recherches scientifiques qui sont menées en Antarctique, et en particulier les carottages, on retrouve des résidus qui sont le signe de notre activité, des choses que l'on pense qui disparaissent dans l'atmosphère, en fait qu'on retrouve dans les glaces de l'Antarctique. Dans les bulles d'air qui sont emprisonnées dans les glaces de l'Antarctique, on retrouve des échantillons de l'atmosphère il y a 500 000 ans, 600 000 ans ou 700 000 ans. Et on arrive à comprendre une partie de l'évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette température est vraiment un signal d'alarme qu'on ne peut plus ignorer. Il y a des sceptiques, il y a des gens qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre. Je pense que chacun a droit à avoir une opinion, mais il y a quand même maintenant une évidence. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose... c'est une étape. Voilà. 18 degrés en Antarctique, même sur la côte, c'est une étape très, très importante. Ok. Mais une personne comme Trump est climato-sceptique, d'accord? Alors, certainement pour des vues aussi électoralistes, c'est-à-dire comme il est appuyé par le monde du pétrole, peut-être qu'il vaut mieux pas qu'on pense que le réchauffement soit dû à l'homme. Tu l'aurais en face de toi, tu lui dirais quoi à cet homme? Bah, je crois que j'aurais pas envie de lui parler. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pour le faire changer d'avis. Mais non, mais parce que c'est impossible. Je veux dire, il s'est construit une sorte de personnage. Oui. En fonction d'un électorat oui. et en fonction d'objectifs personnels qui n'ont rien à voir avec la protection de l'environnement, évidemment. Donc, moi, je peux très bien imaginer que certains scientifiques soient sceptiques, mais ils vont apporter une connaissance qui vont faire qu'on peut peut-être mesurer une opinion, peut-être tempérer certaines positions. Mais là, c'est pas possible. Je veux dire, il est dans un schéma qui consiste à récupérer un maximum de voix pour sa prochaine élection. En plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement fermé, rigide, qui manque singulièrement d'humanité. Donc pourquoi est-ce que je vais échanger avec lui? Ben non, je veux pas perdre mon énergie, c'est pas intéressant. Straight to the point. Restons concentrés sur l'objectif. Okay. Bah oui. Alors du coup, est-ce que tu as déjà rencontré Greta? Et si tu la rencontres, tu lui diras quoi à elle? Alors moi je trouve que j'ai une admiration énorme pour cette jeune femme qui probablement a des difficultés aussi existentielles et qui a trouvé dans cette démarche d'attirer l'attention du monde sur les problèmes de pollution et de réchauffement une raison d'avancer. Et par son courage, elle va mobiliser des gens. Alors, elle va aussi attirer des réactions extrêmement haineuses, mais qui sont tellement révélatrices de notre non-volonté d'ouverture, de compréhension, de respect de l'être humain et donc de notre environnement, que j'ai envie de la défendre coûte que coûte. Moi, si elle était à côté de moi, je disais, mais écoute, allez, on va bosser ensemble. Peut-être qu'il faut réaménager certaines choses, peut-être que dans ce qu'elle dit, tout n'est pas absolument à prendre à la lettre. Mais dans cette démarche, qui est là encore un autre symbole, le symbole de la jeunesse, qui a décidé qu'elle allait prendre les choses en main. On est vraiment à un tournant, je pense, dans le monde. Et donc voilà, je trouve qu'elle a un courage formidable. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre la haine que ça peut suggérer par moments. Et oui, à part dire que c'est révélateur de certains individus, qui font partie de notre monde aussi, ça fait partie de la société. Mais je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on peut vite tomber dans des excès qui sont très graves. Et on ne peut pas avoir une opinion en haïssant un être humain, quel qu'il soit. Ça, pour moi, c'est impossible, c'est incompréhensible. Donc toi, tu es vraiment sur l'absence de jugement.
Ce que tu aimes, c'est échanger sur des faits, échanger sur des émotions, c'est possible, mais la haine pour toi fait pas partie de ta vie. T'as jamais haï quelqu'un? Si, mais j'ai évolué. Si, mais bien sûr que si. Si, on va même citer les noms. Mais si, mais ça fait tellement du bien par moment. Mais je suis tellement consciente de l'inutilité d'un tel comportement et surtout, jamais je le rendrai public. Mais bien sûr que si, momentanément, détester quelqu'un, ça m'est arrivé. Je peux être extrêmement violente, même par moment, quand je suis face à quelqu'un qui veut absolument pas entendre. Mais après, je suis aussi consciente que si on veut pas m'entendre, est-ce que c'est pas moi qui suis pas capable de me faire entendre? D'accord. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui est le plus important? D'imposer une idée ou de partager? Je dis pas que il faut forcément, retourner sa veste. Mais je dis simplement que dans chaque opinion, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Et je ne vois pas l'intérêt du rejet. Voilà. Alors, il y a des moments, ça m'arrange de rejeter parce que c'est plus simple. Et puis, il y a d'autres moments où je reviens en arrière et je me dis, OK, peut-être que c'est plus simple, mais il y a tellement de différences de culture, il y a tellement de différences d'existence. Comment pouvons-nous avoir une position rigide? Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Donc oui, je suis beaucoup plus dans l'échange que dans l'imposition. Ok. Tu es la seule femme à avoir réussi à traverser l'Antarctique, d'accord? À pied, en plus. C'est sûr qu'en avion, c'est plus simple. Ouais, je pense aussi. Mais il y en a qui ont fait en traîneau, en chien de traîneau, en tout ça. Donc c'est pour ça que je pensais à ça. Ouais, bon, il y en a qu'un qui a fait ça avec les chiens de traîneau, c'est Jean-Louis Etienne. Après, les chiens ont été interdits parce que c'était, ça a apporté des bactéries qui n'étaient pas nécessaires. Et comme l'Antarctique est devenue une terre de science et de paix, on a décidé de le protéger de tout ce qui n'était pas nécessaire au niveau de la pollution. Donc les chiens ne sont plus utilisés depuis déjà très longtemps. Donc je suis la seule à l'avoir traversé en solitaire, avec des skis et des voiles. Ouais. Oui, pour l'instant, je suis la seule femme à l'avoir fait. Ouais. Ça te fait quoi d'être la seule femme qui a fait ça? À la fois, il y a des moments où je me dis, putain, j'étais gonflée. Moi, perso, je pense un peu que t'es gonflée quand même. Hein, parce que faire un truc pareil. Ouais. Mais en même temps, je pense que justement, au lieu de me battre contre les gens, j'ai décidé de me battre contre moi-même ou peut-être me battre contre les choses que je n'aimais pas de moi ou que je ne comprenais pas de la société. Ouais. Et en traversant l'Antarctique, j'ai acquis une forme de liberté de pensée, une forme de sens existentiel tellement fort que du coup, j'ai plus besoin de me battre contre les autres. J'ai essayé d'accepter qui j'étais. Et à ce moment-là, j'étais plus apte à recevoir les autres tels qu'ils étaient. Donc ça a été vraiment, d'une certaine manière, un voyage intérieur qui a été essentiel pour moi, qui n'est pas du tout nécessaire pour les autres. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un modèle ni une obligation que de traverser l'Antarctique. Chacun peut trouver des moyens différents de faire son chemin. Mais c'est vrai que cette relation avec la nature, cette implication au milieu d'éléments qui a priori sont extrêmement violents, ne veulent pas de vous, on se sent rejeté d'une manière extrêmement brutale au départ, et petit à petit le sentiment d'apprivoiser le froid, la glace, le vent donne le sentiment en fait d'être accepté et de ne plus avoir besoin de s'imposer, et ça ramène les choses à une dimension presque spirituelle qui complète le reste, parce qu'il faut quand même être en forme, il faut quand même avoir certaines capacités physiques pour pouvoir le faire. Mais ça forme un tout qui est très puissant en fait, à la fois qui vous donne le sentiment d'être très fort et en même temps un sens de l'humilité aussi très profond. Donc cette espèce d'équilibre que j'ai trouvé en traversant l'Antarctique, pour moi a été exceptionnel et voilà, et a marqué à jamais ma vie. Mais j'ai pas envie de recommencer parce que j'en ai pas le besoin. Mais si j'avais besoin de me battre, probablement que je choisirais encore quelque chose d'aussi intense, parce que c'est dans ma nature, c'est dans mon tempérament, et que j'avais pas d'autres moyens à ma disposition pour aller là où je voulais aller. Voilà. Ah, j'adore. Alors, attends, parce que tu as fait ça, ce voyage intérieur. Du coup, j'ai deux questions qui viennent. C'est est-ce que tu crois en Dieu? Non, moi je ne crois pas en Dieu et je ne crois surtout pas en aucune religion. Dans le sens où
ce qui me fait le plus peur dans la vie et sur Terre, c'est le risque d'être manipulé. Oui. Et pour moi, les religions ont pour vocation de manipuler les peuples et les individus. Donc, je ne crois pas en Dieu. Ouais. Par contre, je crois en des dimensions, en une autre dimension. Ouais. Quand j'étais la tête dans le vent, les pieds sur la glace, et que j'avançais avec mon traîneau et ma voile, j'avais l'impression de faire partie d'un tout et de ne pas être seulement des muscles et des os et des articulations. Voilà, donc ça m'a donné un autre sens à la vie. Tu étais connectée. J'étais complètement connectée, absolument. Ouais, absolument. On peut vraiment utiliser ce terme. Ouais. Et juste, je mets dans ce que tu as dit, j'essaye de traduire. En effet, la religion est créée par les hommes. Oui. Après, Dieu, tu l'appelles ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est une forme d'énergie pour toi? Oui, oui, c'est tout ça? à fait. Donc, oui. tu es connecté à une forme d'énergie quand tu traverses l'Antarctique. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, on est énergie, oui. on est de l'énergie, oui. et que cette énergie, elle a pour vocation de rencontrer, de s'enrichir d'autres énergies. D'accord. Donc voilà, donc à ce moment-là, tu as l'impression de faire partie de ce tout, et c'est suffisant. Ok. Est-ce que quand tu es parti là-bas, c'était un de tes objectifs, ou est-ce que ça a été vraiment de la sérendipité, tu l'as découvert sur place? En fait, je pense qu'inconsciemment, c'était un de mes objectifs, mais je ne l'intellectualisais pas du tout. Ça correspondait à une quête sur laquelle je ne savais pas vraiment mettre des mots. C'était avant tout l'expression d'une révolte. Par contre, ce que je savais, c'est ce que je ne voulais pas. Et donc, en me révoltant et en m'affrontant aux situations les plus difficiles et les plus violentes qu'ils soient, j'ai mis le doigt sur ce que je ne comprenais pas. C'est génial. Alors, je te connais un peu, maintenant on se côtoie depuis quelques temps. Ton nom complet, c'est quand même Laurence Gauthier de la Ferrière. Ah, t'as bien révisé ton sujet. Ouais, tu crois pas. Et du coup, c'est pas ta première révolte. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta révolte d'enfant ou d'adolescent vis-à-vis de ta famille, par exemple? Oui, mais ça correspond à cette révolte. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Donc, donne-nous les premiers épisodes. Tu t'es révolté quand au début? Très très jeune. Je pense que mes parents n'ont pas vraiment compris le problème. Non, très jeune, parce qu'en fait, je suis née dans un milieu aristocratique, très rigide, qui considérait qu'il savait à l'avance ce qui était bien pour moi, et qu'en m'aimant, il devait décider de mon projet de vie. C'est ça. C'était une preuve d'amour que de t'emmener sur un chemin que eux avaient décidé. Voilà, exactement. Ouais. Et moi, je me disais, ok, ils m'aiment, mais je ne comprenais pas pourquoi ils m'aimaient et je ne savais pas ce qu'ils aimaient en moi, en fait. Donc, il y avait une sorte de dichotomie totale entre leur expression et ce que je ressentais moi. Ce qui est très bizarre et qui est inexplicable. Et qui est, bon, bah voilà, chaque individu a des caractéristiques un peu particulières. Et ça fait partie des miennes. Oui, c'est clair. Et du coup, chaque fois... Alors, tu as voulu faire plusieurs sports? Oui, parce que, bon, alors je pense que déjà physiquement, j'avais des capacités, une énergie. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Non, je suis impressionné par tes capacités. Moi, je me dis, comment ce petit bout de femme a traversé l'Antarctique à pied? Et quand on te côtoie, on la sent l'énergie. Mais vraiment. Hein. Bon. Et alors, c'est vrai que du coup, je me suis essayée. Alors, j'ai fait de la gymnastique. Très jeune, de la compétition. Du coup, je passais toute ma journée à faire des sauts périlleux dans la cuisine, dans le salon. Donc, mes parents étaient vraiment effrayés en disant « Ok, on l'a mis en cours de gymnastique pour qu'elle exprime son énergie, mais là, c'est trop. » Et en fait, il y avait un mot que je n'arrivais pas à comprendre, c'était le trop. Et je me disais « Mais non, c'est pas trop, c'est moi. » Je veux dire, c'est comme ça que je peux m'exprimer. Donc après, dans tous les sports ou dans toutes les activités, que ce soit la musique ou autre chose, c'était toujours trop. Et ce trop, finalement, que je vivais comme étant un regret de la part des gens qui étaient censés m'aimer, c'est quelque chose qui a été pour moi une entrave terrible, en fait, qui a été une sorte d'atteinte à mon intégrité. Et j'avais l'impression qu'à force d'entendre trop, quelque part, j'allais mourir, en fait. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire trop, si ce n'est que je ressentais la désapprobation du monde extérieur. Une sorte de jugement. Un jugement définitif. Oui. Et après, un rejet vraiment très très violent, tout aussi violent que l'Antarctique. Peut-être que ça m'a permis d'ailleurs de rééquilibrer les choses.
qui fait que je me suis sentie en danger de mort. En Oui. fait, je ne voyais pas de raison à mon existence en étant toujours confrontée au terme de trop. Elle est trop. Ouais. Je ne comprenais pas ça. En plus, dire que tu es trop, c'est forcément un jugement. Et puis en plus, c'est nier ce que tu es. C'est-à-dire, si toi, tu arrives à 150% et que les gens sont à 100%, évidemment, tu as 50% de trop par rapport à eux. Tout à fait. C'est peut-être un auto-jugement en se disant, on n'est pas comme elle, quoi, aussi. Oui, et puis moi, oui, probablement. Et puis peut-être que ça les renvoyait aux limites d'un fonctionnement, aux limites d'un monde. Parce que c'est vrai que nous, on a vécu donc, pendant très longtemps au Maroc, dans une bulle dorée. Et quand on est rentré en France, c'était une forme d'exil. Et que mes parents vivaient très difficilement, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, vivaient très difficilement ce rejet du monde dans lequel ils avaient posé les repères de leur existence. Ils avaient grandi, ils s'étaient épanouis au Maroc. Toi, tu es né au Maroc. Moi, je suis née au Maroc, mais je suis rentrée quand même assez rapidement en France. Ouais. Et quand on est rentré en France, pour moi, c'était l'avenir, la France. Pour eux, c'était la fin d'un monde. Oui. Et du coup, cette confrontation a fait que, pour eux, c'était pas possible. Ça devait les renvoyer à toujours une nostalgie qui était insupportable, que je ressens encore aujourd'hui. Oui, aujourd'hui de leur part. Et je me dis, mais c'est terrible de vivre toute sa vie dans une forme de monde perdu. Je me dis, mais quel gâchis! Parce que la vie, c'est court quand même. Ouais. Donc, si on ne peut pas arriver à se remettre en question, même si on s'en prend plein la figure à certains moments, avec des échecs, des succès, mais si on ne peut pas arriver à franchir des caps et qu'on ne vit que sous le joug de la nostalgie, je me dis, aucun intérêt. Ok. Ce qui veut dire que, alors, juste, le rêve de tes parents, c'était quand même que tu épouses quelqu'un dans leur monde. Bah oui, oui. Mais c'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs. Donc du coup, tu as été comtesse ? Je le suis toujours parce qu'une fois qu'on a acquis le titre que l'on n'acquiert que par le mariage, et ça m'est resté, parce que même dans le monde des grimpeurs et des alpinistes, que je côtoie beaucoup et que j'ai beaucoup côtoyé, ils m'appellent toujours la comtesse. C'est exceptionnel. C'est drôle. Combien de temps t'es resté mariée ? J'allais dire comtesse, tu l'es toujours, alors, mais… Pas longtemps parce que c'est vrai que ce mariage, bon j'étais jeune, c'était un moyen d'essayer, parce que j'avais pas trouvé d'autre moyen de me rapprocher de ma famille et de me faire aimer. Parce que finalement, on a toujours besoin d'être aimé quand même. Et là, ça manquait terriblement. Ouais. Et donc… En tout cas, d'être aimé de la forme que toi t'imaginais. Parce qu'ils t'ont aimé, mais simplement… peut-être, oui. Tu as un doute, vas-y. C'est-à-dire qu'après, tout dépend de la définition de l'amour. Si l'amour, c'est de s'approprier quelqu'un et de le modeler en fonction des objectifs que l'on donne, ok, ils m'ont aimé. Ouais. Si aimer, c'est aimer pour offrir la liberté de l'autre de s'exprimer et d'être ce qu'il est, quitte à ce qu'il soit très différent de soi, c'est différent. Ouais. Donc, dans ce sens-là, je ne me suis pas sentie aimée. J'ai senti… non, j'ai plus senti une volonté d'influence, de pression, de mise en condition, plutôt que de l'amour tel que je le conçois. Ok. Donc, du coup, tu es restée mariée combien de temps ? Je n'ai pas resté mariée longtemps. Je pense que ça a duré 1 an. Après, je me suis enfuie parce que j'avais pas d'autres moyens. T'as vu ton lapsus ou pas ? Je me suis enfouie. C'est-à-dire, je me suis enterrée. Je me suis dit, c'est mort. Oui, en gros, c'est un peu ça. Momentanément, c'était un peu ça parce que je savais vraiment pas comment faire face à cette situation. Par contre, c'est vraiment l'amour après qui m'a sauvée. C'est ça. Là, tu as vraiment rencontré quelqu'un qui t'aimait. Oui, vraiment. Et qui t'aimait pour ce que tu étais. Oui, tout à fait. Et qui lui correspondait. C'est exceptionnel, ça. Oui, mais bon, ça devrait être le sens de l'amour et l'expérience de l'amour de tout un chacun. Je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Si, je pense quand même que c'est exceptionnel, mais ça devrait en effet être le commun. Raconte-nous cette rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés en montagne. Moi, je participais à un stage d'alpinisme. Je participais à l'encadrement d'un stage au club alpin français sur le versant italien du Mont Blanc. Et ça a été immédiat, ça a été vraiment… Le coup de foudre ? Ouais, ça a été un coup de foudre. Ah oui. Au premier regard ? Ça a été évident. Alors, je m'en souviens plus si c'était au premier… Quand vous avez parlé. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ça a été physique, énergétique ou si ça a été cérébral un peu. Non, je pense que ce n'était pas très cérébral. Je pense que c'était très instinctif. Ok. Ouais.
Ouais, tout à fait. Bon, génial. Et c'est le fait d'avoir vécu une expérience où c'était pas ça, que quand tu rencontres la personne qui te correspond, là, ça fait flash tout de suite. Je pense que la première expérience, elle était calculée. Mon premier mariage, il était calculé. La deuxième rencontre, et moi j'étais toujours mariée quand même, hein, donc, et lui il était aussi, donc il fallait qu'on résolve nos problèmes familiaux, chacun de notre côté respectif. C'est pas parce que j'avais vécu quelque chose qui était négatif, mais c'était évident. Et probablement que j'étais plus libre de recevoir cette évidence qu'auparavant. Auparavant, j'étais encore dans la contrainte de rentrer dans le cadre familial. Ok. Mais je m'étais aperçue qu'en acceptant cette contrainte, c'était tellement à l'encontre de ce que j'étais, qu'après, voilà, j'ai pu passer ce cap. Très bien. Qu'est-ce qui a été le plus fort pour toi? De devenir maman ou de commencer à vaincre des sommets? Parce que finalement, ta première carrière, entre guillemets, ça a été alpiniste. Ah oui. C'est quoi qui est plus fort pour toi? On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de plus fort qu'un autre. C'est des forces totalement différentes. J'avoue qu'au départ, je ne pensais pas du tout être faite pour avoir des enfants et être mère. Ouais. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je revenais de l'Everest. J'étais enceinte de 3 mois, donc j'avais passé pas mal de temps en très haute altitude sans oxygène. Le médecin m'a dit non, mais vous savez, nous, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner sur un fœtus d'avoir vécu ce genre d'expérience avec le stress et tout. Et là, il me dit ça peut justifier un avortement thérapeutique. Et là, à l'instant où il me dit ça, à cet instant-là, je me suis dit mais j'ai un bébé dans mon ventre. J'ai pris cette conscience. Et là, j'ai dit non, je le garde. Et là, je suis devenue mère. Donc, je dirais que à chaque fois, c'est des étapes et que chaque étape était très importante. Je pense que le fait d'avoir des enfants, quand même, a été fondamental dans mon existence et fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, d'autant que les relations que j'ai avec mes filles sont d'une intensité, d'une complicité, d'une confiance telle que je me dis que finalement, bon, on a passé plein d'épreuves, ça a été très dur pour elles, ça n'a pas été facile non plus pour moi, mais c'est quand même moi qui leur ai imposé mon rythme, etc. Et quand je vois ce qu'elles sont, je me dis finalement, il n'y a pas de modèle dans la vie pour réussir son rôle de maman. Et que ce qui est important, c'est le résultat au bout d'un certain temps. Parce que finalement, on a tous des problèmes avec nos adolescents, et on ne les résout pas forcément facilement. Et moi, j'ai tellement appris à me battre et à faire face à des situations presque impossibles que quand j'ai eu vraiment des grosses difficultés avec mes enfants, j'étais certaine que l'impossible allait devenir possible. Et ça a permis d'aller beaucoup plus loin dans ma relation avec elle, probablement, que dans des situations plus classiques. Mais je ne dis pas que c'est un modèle. Hein. Non, de toute façon, moi j'ai parfois des soucis avec mon ado, je ne vais pas traverser l'Antarctique pour vérifier. Voilà, mais, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ça va être compliqué sinon. Ouais. Elle sait, ton aînée, qu'elle a été conçue sur l'Everest? Non, elle n'a pas été conçue sur l'Everest, c'est pour pas faire ce genre de raccourci, parce qu'à 8000, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Tu fais rien du tout à 8000. Au camp de base, peut-être, je ne sais pas. Tu as le sac des couchages jusqu'ici, tu essayes de respirer et tu as encore des difficultés. Donc, non, elle a été conçue avant, et c'est vrai que je m'en suis aperçue après. D'accord. Mais, elle le sait très bien, bien sûr. D'accord. Alors, évidemment, tu peux répondre que de vue de ta fenêtre, mais qu'est-ce que ça leur fait à tes filles d'avoir une mère qui a traversé l'Antarctique? Mais en fait, dans le fond, ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour elles, c'est, je pense, avoir une mère dont elles peuvent être fières, mais j'aurais fait des petits pains ou j'aurais fait je ne sais quoi d'autre, ça n'aurait pas changé grand-chose. Pendant longtemps, ça les a beaucoup dérangées. Parce que ça les obligeait à se démarquer par rapport aux autres enfants. Oui. Le regard des autres sur moi et sur elles était différent. Donc c'était un problème pour elles de se situer dans la société et dans la collectivité. Et aujourd'hui, elles sont fières, mais elles ne sont pas fières d'une manière,
paralysantes. Elles en prennent le bon. Ma fille aînée, elle a quand même pris un peu le contre-pied parce qu'elle a 3 enfants, que pour elle, la famille était quand même un objectif fondamental. Sa priorité très tôt, à elle. Voilà, une priorité, c'est ça. avec une vie avec son compagnon qu'elle a connu à l'âge de 17 ans. Ouais. Et elle a une réflexion sur la vie qui est absolument incroyable, et sur la vie de couple, et sur ses relations avec ses enfants. Elle travaille aussi, elle est très active, elle est très volontaire, mais elle est très libre. Et elle est aussi sans aucun jugement. C'est-à-dire qu'elle dit, bah oui, maman, elle fait ça, mais moi, je fais ça. Et elle n'a pas de besoin, je veux dire, elle ne sent aucune pression. Elle a fait un choix de vie en fonction de ce qu'elle est. Je les ai toujours suivis par rapport à leurs projets. J'ai jamais eu envie qu'elles me ressemblent, les pauvres, ça aurait été vraiment dommage. Et du coup, elles se réalisent. Voilà, et c'est ça le plus beau cadeau qu'on puisse avoir de la part de ses enfants et de ce que je peux vivre aujourd'hui. Et la Benjamine? Alors la Benjamine, elle est en train de faire le tour du monde, et là, elle est... Alors elle est moins avec son compagnon. Ouais. Et c'est vrai que là, elle était en Amérique du Sud, et que quand j'étais au départ du bateau avant d'aller en Antarctique et au retour à Ushuaia, on était en contact, et elle fait un voyage magnifique. Elle est puéricultrice, elle est très proche des enfants, et c'est pareil. Bon, elle aime beaucoup voyager. Elle a un caractère totalement différent de sa sœur aînée. Mais ouais, ce sont des jeunes femmes qui s'accomplissent au fil des années en fonction de ce qu'elles perçoivent de la vie et de ce qu'elles sont, avec un très grand sentiment de liberté. D'accord. Et ça n'empêche pas le sens de la responsabilité. C'est ça qui est important. Parce que la liberté, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Moi, ce que j'admire chez elles, c'est ce sens de la liberté avec ce sens de la responsabilité. Okay. Et c'est pour ça que j'ai très confiance dans les générations à venir et dans les jeunes que je côtoie et avec lesquels je partage à travers mes expériences, en particulier en Antarctique. C'est que je pense qu'on est quand même à un tournant de la société. On a beaucoup usé et abusé du monde, que ça soit sur un plan sociétal, philosophique, physique, pratique. Et je pense que là, il y a une prise de conscience, en particulier que les problèmes de réchauffement, que l'Antarctique illustre, qui fait que les jeunes s'approprient un sens de la vie qui sera très différent d'une autre. Donc tu es très positive sur la génération qui vient. Ouais. Okay. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas facile, ça sera pas difficile. Ouais. Mais oui, je suis très positive par rapport à ça. Une question qui n'a rien à voir, je vois que tu as 2 filles. Tu aurais voulu avoir un garçon ou ça s'est pas posé? Non, alors moi j'ai toujours eu envie d'avoir des filles. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ça aurait été plus compliqué de gérer un garçon. Ok. Mais ouais, j'ai adoré avoir des filles. Très bien. Ça t'a fait quoi d'être grand-mère? Alors au début, j'étais inquiète parce que je trouvais que ma fille était très jeune. Ouais. Et que moi j'avais des restes de format, il faut avoir terminé ses études. Elle avait terminé ses études, mais avoir une forme de stabilité sur le plan professionnel, etc., etc. Et elle était un peu inquiète en annonçant le fait qu'elle allait avoir un enfant. Et puis là, c'est pareil, c'était comme quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Tout d'un coup, j'ai embrassé l'idée d'être grand-mère sans aucun problème. Bon, je ne peux pas dire que je m'occupe beaucoup de mes petits-enfants parce que je voyage beaucoup, je fais beaucoup de choses. Mais voilà, là encore, j'ai une relation différente probablement que beaucoup de gens ont avec leurs petits-enfants. Mais c'est vraiment super. J'adore l'idée. Tu as fait... Peut-être grand-père ? Ça, pas encore. Bon. Mais tu sais, ça peut arriver plus vite. Oui, j'ai 2 enfants qui peuvent vraiment m'étonner avec ça. Ils m'étonnent à chaque fois, dans toutes les dimensions. Si je reviens à toi, tu as quand même côtoyé la mort un certain nombre de fois. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser à quel moment et surtout, ça t'a fait quoi? Alors, j'ai un souvenir très très présent
qui est la première fois que je suis partie donc avec le père de mes enfants. On est parti dans l'Himalaya sur un sommet qui s'appelle le Glacier Dôme. C'était un 7004. Je rêvais de partir dans l'Himalaya, donc c'est lui qui m'a permis de le faire. Et quand j'étais là-bas, pour moi, c'était le paradis. Jusqu'au jour où, arrivé au pied du sommet, sous la dernière pente, on s'est fait prendre par le mauvais temps et qu'une avalanche nous est tombée dessus. Et au moment où l'avalanche m'est tombée dessus, j'ai encore vraiment presque le sentiment physique de la neige qui t'écrase, avec la toile de tente qui moule tout ton visage, avec les bras en arrière, donc tu peux absolument rien faire. Et là, je me suis dit, je vais mourir. Et je me suis dit, merde, c'est injuste. J'aime l'homme avec lequel je fais des choses extraordinaires. Je suis enfin dans la direction vers laquelle je tendais. Je ne veux pas mourir. Et j'ai vraiment eu un moment là à la fois de panique et de me dire c'est trop injuste. Bon, je vais passer sur les détails, mais on s'en est sorti évidemment. Ça a été hyper compliqué, j'ai eu des gelures, on a vraiment failli y rester. Et juste après cette expédition, j'ai dit à Bernard, donc je lui ai dit, mais tu sais moi, bon, je pense qu'il faut que je vais arrêter l'Himalaya. Il dit non, on a l'autorisation l'année prochaine pour un sommet qui s'appelle le Kanchenjunga, qui fait 8500 mètres. On doit faire la première par l'Yalungkang. Non, tu vas voir, ça va aller. Et il y avait un an donc, entre ces deux expéditions. Oui. Et pendant les premiers mois de mon retour, j'avais des cauchemars et j'avais l'impression qu'il y avait une avalanche qui venait me recouvrir. Et à chaque fois que je me réveillais, je l'ai obligé à déménager au moins 4 fois parce qu'on habitait à Chamonix. Et dès que je voyais une pente, j'étais terrorisée à l'idée qu'elle nous tombe dessus, qu'elle traverse la route, même si elle était à 10 km. Bref, donc j'ai vraiment psychoté par rapport à ça. Et puis on est parti. Je suis partie avec une équipe de gens qui étaient très forts. Ça a été une expédition qui est parmi celles les plus difficiles que l'on puisse faire dans l'Himalaya, qui s'est super bien passée et qui a réactualisé en fait mes angoisses par rapport aux premières. Et là, ma carrière a réellement démarré. Mais c'est vraiment cette prise de conscience du risque qui a fait qu'après, j'ai abordé les difficultés d'une autre manière. Voilà, mais cette notion de mort, là, je l'ai vraiment eue à ce moment-là. Et donc, est-ce que c'est vrai que tu vois toute ta vie défiler? Toi, il s'est passé quoi? Tu as les bras comme ça, tu as la tente qui est collée, tu es sous la neige. C'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Ah, tu es tout de suite dans le comment? Ouais. Oui. Oui. Mais il n'y a pas je vais mourir, tiens, je revois quand j'avais 6 ans, etc. Non. Toi, tu étais vraiment dans l'action. Ah non, moi j'étais là. Après, passé le moment où je me suis dit l'horreur face à la situation, c'est de trouver des solutions. Non. Okay. Et en plus, la conscience que plus j'arrivais à maîtriser ma respiration, les gestes, mon énergie, plus j'avais de temps devant moi de survie. Donc ça, j'ai eu conscience très vite de ça. Non. Donc on est d'accord que finalement, là, pour une fois, c'est pas ta volonté qui fait la différence? Ah, si, je pense que c'est le contrôle de moi qui a fait la différence. Donc le contrôle de toi te permet de survivre et donc de t'en sortir face à la mort. Ouais. Par contre, c'est la volonté de ton mari qui à un moment donné te pousse à continuer et qui l'a fait décoller ta carrière. Oui, exactement. Okay. Mais parce que c'était en fait ce qui nous liait. Oui. C'était la raison d'être de notre couple. Tu l'avais pas choisi par hasard non plus. Oui, non, mais lui non plus d'ailleurs, parce que on est deux responsables. Ouais. On est co-responsables. On est co-responsables dans les histoires. Ouais. Ok. Et donc là, ta carrière décolle et tu deviens l'alpiniste de renom. Ouais. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu pars en Antarctique? Parce que finalement, c'est des montagnes, l'Antarctique. Eh bien, c'est un échec, en fait. C'est un échec, et c'est l'échec, c'est que, on a accumulé un certain nombre de succès, des sommets très difficiles, plusieurs 8000, plusieurs sommets de plus de 8000 mètres. Le plus haut qu'il y a eu, c'est? Le plus haut, ça a été à l'Everest, mais ce n'était pas le sommet principal. C'était le sommet sud, à 8700 mètres. J'étais quand même la femme la plus haute du monde, sans oxygène, mais j'ai raté le sommet principal. Et en fait, j'ai tenté 5 fois, et d'avoir échoué au bout de la 5e fois m'a fait dire que j'étais dans une impasse et qu'il fallait que je revoie ma copie et que je me remette en question d'une autre manière.
Et en fin de compte, c'était aussi la conscience que le regard des autres pesait dans la mise en œuvre de mes capacités. Qu'en plus, j'étais une femme parmi des hommes, il y avait très peu d'hommes, hein. En général j'étais toujours la seule femme, et que cette relation avec les autres, qui était super agréable, parce qu'ils avaient plutôt tendance, et en particulier de la part de mon mari, de faire attention à moi, mais cette attention me limitait. Parce que, quelque part, la relation humaine prenait le pas sur la performance individuelle. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partir seule dans le plus grand désert du monde, parce que je me suis dit que dans cette situation, j'allais pouvoir exprimer des choses en totale liberté et aller plus loin que ce contre le quoi je me heurtais jusqu'à présent. Et voilà, c'est pour ça que je suis partie en Antarctique. Et donc avant, j'ai traversé la Sibérie, le Spitzberg, le Groenland, parce que j'ai voulu me préparer, c'était nécessaire de toute façon, et apprivoiser cet environnement. Et puis finalement, autant au départ, c'était comme objectif de retourner à l'Everest, autant après avoir traversé l'Antarctique, j'ai découvert que finalement c'était suffisant, que j'avais répondu aux questions que je me posais, que ma quête j'avais assouvi ma quête en fait, et qu'il ne fallait pas que je retourne en Antarctique parce qu'à ce moment-là, je risquais de réellement perdre ma vie. D'accord. Donc cette quête initiatique, elle commence dans ta famille, un peu contre eux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de te détacher d'eux parce qu'ils sont limitants. C'était surtout pour moi. Hein. Ouais. Parce qu'eux, à la limite, je subissais. C'est ça. Mais je n'avais pas envie de les détruire. Non. Mais je voulais me réaliser moi. Voilà, tu voulais enlever ces limites-là. Oui. Tu découvres la montagne et là, tu décides de grimper au plus haut sommet. Tu as un échec à l'Everest. Cet échec-là te fait réaliser que, en fait, ta quête personnelle n'est pas celle-ci. Et donc, c'est en partant en Antarctique que c'est pas ça. Ah, vas-y. Me fait réaliser que... Si, en fait, tu as raison quand même. C'est que la réelle quête, c'était pas d'atteindre le sommet de l'Everest. Ouais. La réelle quête, c'était de dépasser des limites que je sentais être capable de faire, mais que je ne parvenais pas à mettre en œuvre. Parce que j'avais pas encore fini dans mon cheminement. C'est ça. Et du coup, est-ce que pour toi, la plus belle des démarches, elle est collective ou la plus belle des démarches, elle est individuelle? En fait, l'un ne peut pas être séparé de l'autre. Moi, je ne crois pas qu'on puisse avoir un poids collectif si on n'a pas une vraie consistance individuelle. Donc, après, chacun, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'aptitude à exister dans un cadre collectif immédiatement. Ce n'était pas du tout mon cas. Moi, je pense que quelque part, j'étais un peu autiste d'une certaine manière et que je prenais chaque relation avec les autres comme un risque à mon intégrité. Donc j'avais un besoin terrible de repousser l'autre systématiquement et donc je ne pouvais pas m'inscrire dans un cadre collectif. C'était impossible. Il a fallu tout ce cheminement avant de pouvoir retrouver ce chemin, en fait. La journée la plus dure en Antarctique, c'était laquelle ? Peut-être les débuts, quand on prend conscience de sa petitesse dans un environnement qui est d'une violence, qui est totalement démesurée par les températures, par la force du vent, par le blizzard, par l'immensité, par la solitude, par les crevasses. Et à un moment donné, on a rêvé, moi j'ai rêvé de quelque chose, et puis tout d'un coup je me prends ça en pleine figure, je suis seule et je me dis, mais comment je vais faire ? Mais comment je vais faire ? Avec la certitude d'être à ma place, avec cette espèce de lueur au fond de moi qui me faisait dire que j'allais trouver des solutions. Mais quand même, au départ, je me sentais relativement impuissante. Donc ça, c'était vachement dur. Mais petit à petit, voilà, il y a une forme d'apprivoisement de l'environnement et chaque pas de gagné est un pas vers la victoire. Et puis petit à petit, ça fonctionne. C'est génial parce que la façon dont tu l'expliques, il y a des gens que je rencontre des fois, ils sont sur le pourquoi. Et toi, la fois où tu côtoies la mort, la fois où tu es en Antarctique, tu n'es pas sur le pourquoi. Tu es sur mais comment je vais faire ? Ouais. Tu es sur le comment. Ouais. Et tout de suite, ça te met en action.
Ce qui est génial, hein, c'est vraiment inspirant. Donc, la dernière fois qu'on s'est vus, on était en conférence avec le patron du GIAC et il y a quelqu'un qui est venu te voir après la conférence, une amie que j'aime beaucoup, et elle vient te voir et elle te dit avant votre livre, j'étais héroïnomane, d'accord ? Je me suis drogué, etc. Je cherchais des limites. Et vous avez été le phare qui m'a permis de sortir de l'héroïne. Ça te fait quoi d'inspirer des gens comme ça? Ah non, mais ça a été vraiment un grand moment d'émotion. J'étais incroyablement touchée par ce témoignage. Ça me fait mettre le doigt sur ma responsabilité. D'une certaine manière, ça donne un peu d'humanité à ce que j'ai pu vivre, qui était quelque part au-delà de ce qu'on peut envisager pour un être humain, en fait. Encore que, parfois, j'imagine dans certains pays ou dans certaines situations de guerre, ou quand on parle il n'y a pas si longtemps de la Shoah ou de tout ce qui a pu se passer, je me dis c'est ridicule parce que moi je me suis battue pour exister et a priori on n'allait pas me gazer. Mais voilà, mais ce que j'ai ressenti, c'était presque, il y avait quelque chose qui pouvait s'assimiler à ça. Et du coup, d'avoir ce genre de témoignage, en fait, ça donne vraiment confiance. Voilà. Ça ramène tout à une dimension humaine qui est fondamentale parce qu'on peut faire plein de choses dans la vie, mais dans le fond, c'est ça le plus important. Alors, ce qui est génial, c'est que plus je côtoie des humains, plus je me rends compte que ceux qui ont fait vraiment des choses exceptionnelles sont d'une humilité incroyable. Et ceux qui ne font pas grand-chose, ils ont un ego surdimensionné. Comment tu expliques que tu sois aussi humble? Alors ça, c'est mon avis. Hein, alors que tu as fait un truc, tu es la femme la plus haute du monde, la seule femme qui traverse l'Antarctique, tu inspires du coup des gens à arrêter de se droguer parce que la personne, elle lit ton livre. Enfin, c'est énorme quand même. Et tu restes humble. Mais ça m'est un peu étranger comme sentiment, mais je pense que c'est parce que j'ai envie d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas de se revendiquer d'un titre ou d'une médaille, c'est de se revendiquer d'un contenu. Et puis en plus, je pense que l'humilité permet de franchir des limites qu'on n'imagine pas. En fait, c'est pas en s'imposant. En s'imposant, tout ce qu'on risque de faire, c'est de briser les autres et de se briser soi-même. Alors qu'en étant réceptif, en essayant de comprendre, en étant capable de donner, vous allez beaucoup plus loin. En fait, on va beaucoup plus loin. Donc, pour moi, c'est une évidence. Je pense que ceux qui ont besoin d'afficher une posture ou un ego sont des gens qui ne sont pas allés à l'essentiel. Voilà. Et donc, à ce moment-là, ils s'arrêtent à un modèle qui ne se sont pas totalement appropriés, mais qu'ils ont besoin de présenter aux autres, histoire de se positionner quelque part, comme ils auraient envie, en théorie, de se positionner. Mais ils en ont oublié l'essence de ce qu'ils sont. Et ce qui est important, ce n'est pas la démonstration, c'est ce qui émane de vous. Et ça, pour ça, il faut une grande authenticité et il faut une grande humilité. Mais bon, mais c'est pas un calcul, c'est... Ah non, c'est vraiment toi. C'est une démarche, c'est comment dire, et puis j'étais pas comme ça quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 30 ans, j'avais besoin de me raccrocher, j'avais besoin que les gens aient une bonne image de moi, j'avais besoin qu'on parle de moi, parce que ça me rassurait par rapport à qui j'étais. Et puis après, j'ai passé des caps. Et après, je me suis dit que l'image que les autres avaient de moi pouvait être une entrave et qu'il fallait que je me libère de ça. Et c'est à ce moment-là que vous vous rapprochez de vous et que vous n'avez plus besoin de présenter une image. Très bien. Du coup, si tu définissais Laurence de la Ferrière avec quelques mots, tu dirais quoi? J'en sais rien. Non, mais attends, définir... Là, je t'ai gêné un peu, là, je me rends compte. Mais non, mais comment veux-tu te définir en quelques mots? Bon, si, alors, moi, je vais me définir en liberté. Oui.
authenticité et puis humanité. Voilà. Libre, authentique, humaine. Ouais, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Oui, voilà. C'est ça que tu veux faire. Très bien. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un, vivant ou mort, tu peux en citer plusieurs si tu veux, qui sont pour toi des personnes que tu aimerais, je ne sais pas, interroger, côtoyer, rencontrer, ça serait qui? Ah là là, bah ça c'est dur parce que à la fois, il y a plein de gens qui peuvent m'intéresser. Ouais. Et puis, j'ai pas une image particulière. Alors, je dirais juste, avant de partir en Antarctique, on voulait me... Enfin, il y a des gens qui disaient, ouais, il faut lire plein de choses, il faut écouter, partager avec plein de choses. Et moi, j'ai pas du tout eu envie de ça parce que je me suis dit, ce qui fait ma différence est ma force. Donc, si je suis trop influencée par les autres, je vais pas être capable, je vais pas être suffisamment libre pour mettre en exergue ce dont je suis capable. Et donc, la seule personne dont je me suis inspirée, c'est de Richard Byrd, que personne ne connaît. C'est le premier homme à avoir hiverné en Antarctique, dans une petite cabane prise dans les glaces, qui a écrit un livre qui s'appelle Alone. Et ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré et je m'en suis énormément inspirée. Il a été vraiment une part de la force que j'ai été capable de mettre en place pendant ma traversée. Donc ça, voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, auquel je pense beaucoup. J'ai toujours son livre, je ne pourrais jamais me débarrasser de son livre. Et puis il y a une autre personne, alors, elles sont tous morts, hein, c'est dommage. Je devrais côtoyer des gens vivants. Bon, j'en côtoie plein des gens vivants, mais c'est Jules Verne. Parce que comment un homme... Alors j'ai lu le Capitaine à Terrasse, j'ai lu le Sphinx de glace, et quand j'ai lu ces bouquins, j'avais l'impression d'être en Antarctique, en Arctique. J'étais happée par son imagination et je me disais, mais comment un homme est capable d'imaginer des expéditions, des situations, avant même que personne ne les a encore vécues. Comment c'est possible? Et ça, j'aurais aimé être en contact avec lui, pas forcément pour lui demander de me raconter des histoires, mais juste pour sentir, pour essayer de prendre un peu de son énergie, de son imagination. Ça m'aurait vraiment fascinée. D'accord. Un vivant? Bon, un vivant, j'en sais rien. Là, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas, donne-moi des exemples. Greta a réalisé son rêve, elle a rencontré Leonardo DiCaprio, tu vois. Ah ouais. Je pense que pour une adolescente de 17 ans, ça doit être le truc de... Ah non, Robert Redford, alors s'il faut un acteur. Robert Redford, il est pas mal. Hein. Il est bien, il est pas mal, très bien. Ouais. Il est pas mal du tout. Ah ouais, bon, mais peut-être 10 ans moins quand même, non? Je sais pas. Il y a 10 ans. Moi, tu sais, Non, c'est ta réponse, hein. Moi, c'est juste les questions que je pose. Hein. Allez, dernière question. L'avant-dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la nouvelle génération ou même aux êtres vivants aujourd'hui? Tu as envie de faire passer quel message? Il y a quand même ce sentiment de liberté. Alors, on croit que parce qu'on possède beaucoup, parce qu'on est capable d'acheter plein de choses, de gagner beaucoup d'argent, on a la liberté. Voilà. Il me semble que ramener la liberté à une dimension plus philosophique et spirituelle aiderait quand même beaucoup au respect des autres, au respect vis-à-vis de soi-même et peut-être apaiserait certaines relations dans la vie d'une manière générale, que ce soit dans un même pays, que ce soit avec d'autres cultures, que ce soit dans son regard, dans sa manière de s'impliquer et de s'engager. Donc je trouve que je trouve que ce sens de la liberté est quelque chose de fondamental. Et en tant que femme, alors moi je ne suis pas du tout féministe et j'ai toujours fait des choses en tant qu'être humain et non pas en tant que femme. Et en même temps, je prends conscience qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour les femmes, et en particulier dans certains pays, pas tellement en France, mais dans d'autres pays. Et donc,
j'ai vraiment envie de pouvoir participer à un mouvement et voilà, je me sens responsable en tant que femme d'avoir eu le privilège de m'être donné les moyens de faire ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que finalement, c'est pas si simple que ça. Donc, moi, je dirais que les prochaines générations, il y a ce sens de la liberté et donc le sens de la responsabilité. Et puis, penser que finalement, c'est la relation humaine qui est le plus important. C'est ça la plus grande richesse. Et peut-être de s'attacher. Bon, je crois que dans le monde, ce sont des cycles. Hein, c'est comme aussi dans les climats qui participent à un certain nombre de choses. On va très loin, on va très très loin dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la communication, et ça donne certaines illusions. Je pense qu'on va revenir à une dimension plus humaine, et je pense que voilà, on est à un tournant quand même qui est important. Et il ne faut pas le rater. Il ne faut pas se tromper sur le sens de la vie. Qui est ? Bah, je ne peux pas m'autoriser à définir le sens de la vie. Pour toi ? Ouais, le pour sens moi, de la vie pour toi ? la vie, c'est voilà, c'est la vie, c'est parler, c'est communiquer, c'est partager, c'est donner, c'est recevoir, c'est aller au cœur de l'individu. C'est pas le matériel a une importance dans le confort. Je peux pas nier apprécier un certain niveau de confort. Mais voilà, c'est le sens de la relation humaine. Pour moi, la vie, c'est ça. De cœur à cœur. De cœur à cœur, d'âme à âme, de tout ce que tu veux. Mais ouais. Alors, ok. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Tu as réalisé tellement de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Voilà. Bah, d'avoir toujours l'énergie d'apporter, de donner et de recevoir. Toujours cette énergie. Voilà. Moi, ce que je trouve le plus triste quand je rencontre des gens, c'est quand je les sens éteints. Comme une bougie. La bougie, elle est magnifique, elle est chaleureuse quand elle brûle. Et quand elle s'éteint, tout d'un coup, on a l'impression d'un froid sidéral. Et donc voilà, je crois que la seule chose que j'aimerais qu'on me souhaite, c'est d'avoir cette énergie. D'accord. Eh ben, je terminerai par Mère Teresa, parce que là, le monde est en train de changer, qui disait il vaut mieux allumer une bougie que de rester dans l'obscurité. Bon, ça me paraît être une bonne conclusion. Une bonne conclusion. Merci à toi, Laurence. Merci. Un plaisir, vraiment.